Ok, donc vous aviez du boulot, du boulot, oui, si vous avez du boulot, et j'ai eu donc des questions par mail, et je remercie ceux qui les ont posées. Ce que je vous propose, j'ai essayé de résumer enfin de résumer, non, de regrouper les questions par exercice du TD. Euh, donc on va les passer rapidement et après on ira voir pour chaque question, pour chaque TD, plus précisément la correction ensemble, où j'essaierai donc d'appuyer par rapport aux questions. Alors, sur le joint de cardan, j'ai eu trois questions. Quelqu'un qui veut revenir sur les trois dernières questions en détail, c'est donc la notion de. Alors, les trois dernières questions, en gros, ça porte surtout sur le fait qu'une fois qu'on a la loi entrée-sortie en vitesse, essayer de comprendre ce que ça veut dire et notamment montrer qu'en fait c'est un joint de cardan, qu'un joint de cardan c'est un accouplement qui n'est pas homocinétique. C'est-à-dire que si on a une vitesse constante en entrée, la vitesse de sortie, elle, suivant l'angle de brisure, va varier. La deuxième question porte sur l'approximation de rho de t, c'est-à-dire sur le petit développement limité qu'il y a à faire, donc je reviendrai dessus. Et la troisième question que j'aurais dû mettre en premier d'ailleurs, c'est sur la fermeture géométrique, alors qui n'est pas tout à fait une fermeture géométrique, puisque en fait on part d'un produit scalaire, donc c'est plutôt une fermeture angulaire, mais bon. Donc c'est a priori, si j'ai bien compris, c'est plutôt sur le sur le calcul en fait, et surtout sur les projections des vecteurs, si j'ai bien compris. Alors je vous projette les questions. Si vous avez d'autres questions quand on attaque le corrigé, essayez de me les poser soit à l'oral, soit à l'écrit, avant que je démarre. Euh, le premier exercice sur le train épicycloïdal, euh, c'est un peu une question de cours, je suppose, ou c'est comment appliquer le cours par rapport au TD, donc on reviendra là-dessus. Le deuxième, eh ben, c'est pas une question, il faut regarder le corrigé, donc on le fera. Et le troisième exercice, c'est donc la première question, c'est pas vraiment une question, mais la deuxième, qui est un peu plus précise, euh, c'est comment on détermine ce que l'on appelle les roues menantes et les roues menées, et donc la pièce d'entrée et la pièce de sortie. Alors que je vous ai un peu dit, dans un train épicycloïdal, bah, on peut avoir potentiellement trois entrées différentes et trois sorties différentes, et, et donc souvent même deux entrées en parallèle pour une sortie. Donc on va revenir là-dessus pour essayer de voir quelle est la démarche, parce que la démarche mathématique, en fait, on peut l'appliquer sans trop comprendre en fait le fonctionnement du système. Voilà pour les différentes questions. Est-ce qu'il y en a déjà d'autres qui ont d'autres questions ou, ou pas? Bon, si je vois pas d'autres questions, j'attends Emile. Au passage, euh, la séance d'aujourd'hui, c'est un peu une nouvelle expérimentation pour moi aussi, parce que j'ai du nouveau matériel. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais je donne un bon point à celui qui me donne la réponse tout de suite. Et hop là, un bon point pour Baran. Qui a acheté la tablette? Ça, c'est la question. Alors, je vous aurais bien fait la blague, c'est les PCSI 3 qui m'ont offerte. Euh, mais je vais arrêter de faire des blagues comme ça parce que j'ai eu un mail d'un étudiant qui me demandait très sérieusement quel était le lien pour la cagnotte parce qu'il voulait participer. Alors je ne sais pas trop de votre côté, à vous, mais j'espère qu'il n'y a personne qui ait pris ça sérieusement, hein. Même si je trouve pas normal que j'achète mon ordinateur et mon matériel professionnel avec mes propres sous et que ce serait à mon employeur de me le fournir. Ça, je suis
suis assez convaincu que c'est pas normal dans l'éducation nationale. Je serais encore plus comment fâché que mes étudiants me fournissent mon matériel, hein, d'accord. Donc j'espère que vous avez rien ouvert sur internet comme Cagnotte ou autre chose là, donc vous n'allez pas commencer à vous cotiser. Et si c'est le cas, vous fermez ça, puis vous allez vous faire un resto, ou alors vous m'offrez une bouteille de vin, ou autre chose, hein. Mais voilà. Bon, ceci étant dit, on arrête les blagues. Et donc, alors, je suis pas au point, hein, sur cette tablette graphique, hein, mais on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Euh, vous allez payer un peu les pots cassés. Alors, un joint de cardan. Un joint de cardan, c'est un accouplement. Un accouplement qui permet d'accoupler deux arbres. Donc un arbre qui va tourner autour d'un axe comme ça, un arbre qui va tourner autour d'un axe comme ça, et donc avec ici un angle de brisure. D'accord. Alors là, ici, l'angle il est dessiné bien trop élevé, avec un angle supérieur à 45 degrés. On a l'habitude de dire que ça fonctionne pas. Euh, et donc, ça, c'est juste pour le dessin. Alors, sur ce, sur ce dessin, on voit donc qu'il y a deux manchons, qu'on appelle parfois tulipes aussi pour leur forme. Et au milieu, ici, on a un croisillon. D'accord. Ici, là. Oh, pardon. On a un croisillon ici. D'accord, cette pièce-là. Et là, toutes ces petites pièces-là que vous voyez, c'est des roulements aiguillés. Ok. Ce croisillon, vous l'avez en dessin ici. Alors ça, c'est intéressant. On voit bien que sur ce croisillon, on a bien ici un axe qui est perpendiculaire à l'autre. Tous ces traits en pointillés, là, vous n'êtes pas adepte du dessin, du dessin industriel. Ça veut dire que c'est percé au milieu. Donc il est creux ce croisillon. Au passage, hein, c'est juste pour faire un peu de techno. Il est creux, pourquoi ça? Parce que ici vous avez ce qu'on appelle un graisseur. Alors, tous ceux qui ont déjà vu un peu du matériel mécanique, en particulier le matériel agricole, c'est souvent très visible. Mais ici, là, en fait, on vient mettre un embout flexible, ici, là, avec une pompe à graisse, pour pouvoir injecter de la graisse à l'intérieur, qui va venir se déplacer dans les canaux, et venir ici graisser les roulements à aiguille. D'accord. Parce que remplacer le frottement par des roulements aiguilles, c'est bien. Mais pour que les aiguilles roulent comme il faut, bah, il faut graisser tout ça. Ok. Alors donc, ce qu'il faut bien retenir, parce qu'on est sur un système de transformation de mouvement en trois dimensions. Et donc on va s'appuyer vraiment sur le fait que cette pièce-ci, elle est conçue avec deux axes orthogonaux. Donc, si on regarde le schéma cinématique, on a l'arbre d'entrée qui est en rouge, l'arbre 1, l'arbre de sortie pardon, qui est en bleu, avec cet angle ici, là, entre les deux arbres, qui est donc cet angle de brisure. Alors, c'est un angle qui est variable, mais qu'on va considérer nous fixe pendant le fonctionnement. D'accord. Il ne va pas varier en fonction du temps, si vous voulez. Et donc, on a ici le croisillon. Alors, on n'a pas représenté le croisillon avec une croix, puisqu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est juste de représenter les deux guidages en rotation, qui sont eux orthogonaux. Donc, on voit bien que Y9, Z9 guide les deux liaisons pivots du croisillon, et donc ces deux pivots, ces deux guidages en rotation sont bien perpendiculaires. Ok. Les figures changeant de base sont données,
je pense, j'espère que ça n'a pas posé de problème. C'est bon? Et donc on vous incitait à partir du fait que on est bien sur un qu'est-ce que je fais sur un pardon un ici là donc un axe orthogonal, enfin y9, y9 et z9 sont orthogonales, donc leur produit scalaire c'est égal à 0. Comme c'est en y, on a une liaison pivot entre 1 et 9. En z, c'est une liaison pivot entre 8 et 9. On peut remplacer les deux vecteurs. Et donc, on arrive à ce produit scalaire là. Ici, on a projeté dans un premier temps y1 avec cette base là, donc dans y0, donc avec un cos θ là, et sur z0 avec un sinus θ là. Z8, on le projette sur Z0 avec un cos θ et pardon. Et oui, Z'0, pardon, ça c'est Z'0. Z'0 et sur Y0 avec un moins sinus θ. Donc on a encore ce Z'0 à projeter. Donc Z'0, si je le projette, j'ai du cos θ Z0 et du sinus θ X0. Donc on obtient cette forme là. D'accord? Et ça, j'ai toujours ici un produit scalaire. Ça, c'est un produit scalaire ici. Donc il faut bien faire le produit scalaire de y0 par z0 qui est nul, y0 par x0 qui est nul, y0 par y0 qui n'est pas nul, donc j'ai du cos θ1 sinus θ8 avec un moins devant. Cos θ1 sinus θ8 avec un moins devant. Donc là je suis là. Après z0, z0 c'est égal à 1, donc sinus θ1, cos θ8, cos alpha, je suis là. Ensuite z0 scalaire x de 0 c'est nul, z0 scalaire y0 c'est nul. Ok. Donc mon produit scalaire final il est ici. Et donc si on manipule un peu ça, je prends ce terme là, je le balance ici, je le divise par cos θ1 d'un côté et cos θ8 par l'autre, et j'obtiens cette relation là. Donc ça c'est ma loi entrée-sortie géométrique. Et on voit déjà que on n'a pas l'égalité entre les angles θ1 et θ8. On a ce coefficient cos alpha qui va intervenir. Donc on devine déjà que c'est pas un joint homocinétique. Tout le monde m'a suivi? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole à l'oral. Vous n'avez pas l'air très réveillé en fait. Ok. Donc ensuite, il fallait passer en cinématique, c'est-à-dire dériver. Je vous passe les détails, c'est bon, la dérivation. Pour exprimer un rapport sous la forme. Alors, ici, en fait, l'idée, c'est que cette expression-là, c'est pour avoir ma variable juste à un seul endroit. Juste ici, le θ1. D'accord? C'est pour ça qu'on, plutôt que d'avoir du tangent carré et du tangent carré ici, là, on l'écrit sous cette forme-là. Comme ça, on a du θ1 juste à cet endroit-là. Comme ça, le développement limité est plus facile. Donc, on obtient cette forme-là. Ensuite, que fait-on lorsque alpha est petit? Pardon. On obtient cette forme-là. Alors, comment on fait? On fait un développement limité. Vous l'avez fait en cours, je pense, en cours de maths. Alors, souvent, nous, les développements limités, on se limite à l'ordre 1. C'est-à-dire on dit, ce cos alpha, ça va être égal à 1.
et ce sinus carré, comment, et sinus alpha, ça va être égal à alpha. Ah, vous avez pas fait? Ah bon? Vous savez pas que cos alpha c'est 1 moins alpha carré sur 2 plus alpha 4 sur 4 et ainsi de suite? Ah bon, pardon. Ah bah les autres l'ont fait en fait. Ok, ah, bon alors, on va pas s'apesantir, vous reviendrez dessus quand vous aurez fait ça en maths, mais grosso modo, voilà, on dit cos alpha c'est 1, sinus alpha c'est alpha, quand alpha est petit, ça je pense que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois normalement, et donc, c'est pour ça que j'ai une approximation, quand on écrit ça, on tombe sur cette expression-là, ici. Alors en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est vous ne l'avez pas fait, c'est que ici sur cos alpha, on fait un développement limité à l'ordre 2, c'est-à-dire en alpha carré. C'est un développement limité, et grosso modo, vous allez avoir cos alpha, ça va être du 1 moins alpha carré sur 2, plus alpha carré, alpha puissance 4 sur 4, moins alpha puissance 6 sur 6, et ainsi de suite. Et sinus alpha, ça va être alpha moins alpha cube sur 3, plus alpha, si je dis pas de bêtises, hein, alpha 5 sur 5, et ainsi de suite. Alors, c'est peut-être des factoriels au dénominateur. Mais en gros, plus vous montez dans les puissances, plus ces termes ici vont être petits. Donc, en gros, on va négliger les termes en puissance élevée. Et hélas, il ne faut pas négliger ce terme-là, parce que si vous négligez ce terme-là, vous tombez sur une loi entrée-sortie, ρ de t égale 1. Et donc on perd on montre que c'est pas homocinétique, qu'on montre que c'est homocinétique, alors que c'est au contraire, on veut bien montrer que c'est pas le cas. Et donc quand on obtient cette relation-là, donc en fait la relation exacte, elle aurait plein de termes en plus en puissance de alpha. Mais comme alpha est petit, les puissances de alpha, elles vont être négligeables devant ce terme-là. Et donc ici, on voit bien que le rapport réduction entre les deux vitesses, et bah, il va dépendre d'un cosinus de θ1. Et donc, on va retrouver l'allure que vous voyez dans les vidéos du cours, donc l'allure sinusoïdale de la transmission de puissance. Si j'ai une vitesse en entrée constante, en sortie, j'aurai une vitesse en cosinus qui va osciller autour de la valeur d'entrée. D'accord, la valeur moyenne sera la même par contre. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde a suivi ou je suis allé trop vite? On va dire que ça va. Alors, donc là, ici je vous ai tracé, alors j'ai un petit doute parce que j'ai pas repris le fichier pour tracer les courbes. Et j'ai 4 courbes, hein. Donc pour alpha égale 0, c'est facile, c'est celle-là. Hein. Donc quand nos deux arbres sont alignés, les deux arbres tournent à la même vitesse, hein, à une vitesse constante. Enfin, si en entrée j'ai une vitesse constante, en sortie j'ai une vitesse constante. Et dès que je vais avoir un angle de brisure, donc est-ce que ça c'est alpha 10 ou pas? J'en sais rien. Ça c'est peut-être alpha 10, alpha 20 et puis peut-être alpha 45. Et ben, je vais avoir des oscillations qui seront plus ou moins importantes suivant l'angle de brisure. Donc ce n'est pas un système homocinétique. C'est bon? Proposer une solution pour un système homocinétique, ça, de vous-même, je ne m'attends pas trop à ce que vous le trouviez. Par contre, c'était dit dans le cours. Hein. Et ben, en fait, pour rendre homocinétique un jaune cardan, il suffit d'en mettre deux en série. D'accord? Et donc, vous avez vu dans le cours que alors, deux solutions. Hein. Soit c'est pour être entre deux angles, entre deux arbres qui sont séquents. Et donc, ça nous permet en plus d'avoir un angle plus important. D'accord? Puisqu'en fait, on va avoir deux fois l'angle entre chaque jaune cardan. Donc déjà, ça nous permet d'avoir des angles de brisure plus importants. Ou alors, ça nous permet de transmettre entre deux arbres parallèles, mais qui ne sont pas coaxiaux. Et en fait, dans ce montage-là, si l'arbre d'entrée, qui est peut-être celui-là, tourne à vitesse constante, l'arbre intermédiaire ici, lui, va avoir une vitesse qui va fluctuer,
qui va osciller. Par contre, l'arbre de sortie, et ben, comme on va retrouver le même rapport de réduction ici, et ben, il va retourner à la même vitesse que l'arbre d'entrée. C'est bon? Pas de questions là-dessus? La longueur de l'arbre du milieu n'a aucune influence. Et d'ailleurs, en fait, si vous allez voir sur les systèmes agricoles, je vous dis ça parce que j'ai travaillé sur un tracteur il n'y a pas si longtemps. euh, Souvent, cet arbre intermédiaire, en fait, il est fait en deux parties avec un guidage en translation. D'accord? Pour pouvoir compenser quand on est. En gros, pourquoi je vous parle du tracteur? Souvent, en fait, on a un arbre d'entrée là qui est à l'arrière ou à l'avant du tracteur, ou alors sur les engins de chantier, hein, on a ça aussi, hein, euh, qui est relié, alors peut-être par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse, mais ou juste par un réducteur d'ailleurs, directement au moteur thermique du tracteur. Et on a cette prise de force là qui va être fixe sur l'outil qui est monté à l'avant ou à l'arrière, ou donc ou parfois sur une remorque. Donc la remorque, elle va changer d'orientation quand le tracteur va tourner par exemple, et quand on va avoir des chaos, et donc le joint de cardan va permettre donc de s'adapter donc aux angles de rotation, enfin aux angles oui, de rotation du tracteur, d'accord, donc l'angle qu'on va avoir entre la remorque et le tracteur, et, euh, et ici la glissière qu'on va mettre ici va permettre aussi d'adapter ça au chaos peut-être de la route et autres. D'accord. Donc là, l'arbre du milieu n'a aucune influence en termes de longueur. D'autres questions? Et c'est pour ça aussi que quand vous travaillez, je vous parle d'expérience, hein, quand vous travaillez sur un tracteur, on essaye d'arrêter la prise de force, donc en gros de bloquer la rotation de l'arbre d'entrée là, donc de désaccoupler ce qu'on appelle la prise de force, donc la sortie du tracteur au moteur, quand on fait demi-tour avec le tracteur, hein, quand on tourne de manière importante, donc quand on se retrouve par exemple avec la, la remorque qui est presque à 90 degrés du tracteur, ça voudrait dire que les angles A et B qui vont être égaux en fait, ils vont être proches de 45 degrés, et ça on évite de faire forcer euh, le joint de cardan dans cette position là, parce que là au niveau des joints de cardan ça risque de forcer trop et de casser. Donc on vous dit théoriquement A égale B égale 45 degrés maximum, mais dans les faits quand on travaille on fait attention d'être quand même bien en dessous de ça. Pas de questions? Alors ça, ce 45 degrés maximum, vous l'avez sûrement déjà senti quand vous avez descendu des volets roulants, hein. Quand ça accroche, c'est qu'on est dans une position où l'angle nous fait trop forcer. Des questions, pas de questions? Ok. Alors, pour utiliser un pivot glissant, parce qu'on n'a pas besoin d'un pivot,
d'un point de vue cinématique. Et c'est pour limiter ce qu'on appelle les contraintes géométriques. Après, dans notre étude à nous, là, une pivot, ça allait bien aussi, hein. Et ça posait pas de problème de mettre une pivot plutôt qu'une pivot glissante. D'un point de vue purement cinématique. Après, c'est d'un point de vue du montage des pièces et de la transmission des efforts que ça risque d'avoir une influence. Est-ce que je reviens sur l'exercice 1 ou je passe directement à l'exercice 2? Je ne me rappelle plus trop ce qu'on avait fait d'un point de vue de l'exercice 1. Alors, exercice 1, on a l'arbre d'entrée qui est ici. Donc le moteur, a priori, il est par là, hein. Donc cet arbre-là, il tourne à la vitesse du moteur. Ici, on a des roues dentées. On a un pignon sur l'arbre bleu qui engraine sur cette pièce jaune. Cette pièce jaune, elle est guidée en rotation sur un axe qui est excentré. Donc ça, c'est un satellite jaune. D'accord? Le satellite, il engraine sur bleu et il engraine sur blanc ici. Blanc, c'est une couronne. Donc il faut bien voir que on a ici le dessin qui n'est pas dessiné mais qui est symétrique par rapport à celui-là. Je vais venir sur le schéma cinématique juste après. Et donc l'axe de rotation du satellite est ici. Donc rouge, c'est un porte-satellite. Ok. Rouge, il a la rotation autour de cet axe-là. Et ici, il a une roue dentée, donc il engraine sur cet autre satellite-là, qui engraine aussi sur cette autre couronne-là, qui est guidée par cet axe-là, donc cet autre porte-satellite. Donc ici, vous avez un train épi. D'accord. Donc là, vous avez un train épi. Et là, vous avez un autre train épi. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un frein. Alors en fait, cette partie-là, si vous voulez, vous avez ici un disque qui est lié avec des cannelures à l'arbre d'entrée, donc qui va tourner en même temps que l'arbre d'entrée. Vous avez un disque vert ici qui est guidé en translation par ces axes-là. D'accord. Donc vert, il va pas tourner par rapport au bâti. Bleu tourne par rapport au bâti. Et là, vous avez des ressorts, vous en avez tout autour du système, qui vont donc pousser sur la pièce verte qui peut se translater. Et ici, vous avez une bobine en cuivre qui va générer un champ magnétique. Quand on alimente le bobinage, on va tirer la pièce verte vers la gauche et donc rompre le contact qu'on a ici. Quand on coupe l'alimentation de la bobine, le champ magnétique n'existe plus, donc on n'a plus de force qui vient écraser les ressorts, donc les ressorts vont repousser. Et ici, on va avoir un contact avec un effort presseur donc vers la droite. Et donc ici, ça va frotter. Et ce frottement va être assez important pour bloquer l'arbre bleu. Okay. Pourquoi est-ce qu'on freine à l'entrée du réducteur et non pas sur la pièce de sortie? Parce que ici, ça va tourner très vite. Ici, ça va tourner très doucement. Mais vous avez vu que pour la transmission de puissance, ici, on aura un couple qui sera faible. Ici, on aura un couple qui sera important. Donc, il vaut mieux freiner à un endroit où les actions mécaniques sont faibles. Ce sera plus facile à bloquer qu'à un endroit où les actions mécaniques seront élevées. Donc, c'est pour ça qu'on freine à l'entrée du réducteur et non pas à la sortie. Ok. On revient sur... Donc, on refait la même analyse sur le schéma cinématique. Donc, le train, ici jaune, il est là. Le train vert, que j'avais mis là-haut, il est là. Donc, l'arbre d'entrée, il est là. Ici, dès qu'on a des petits traits qui sont perpendiculaires à notre trait, ça représente une roue dentée. Les petits traits perpendiculaires, c'est les dents. La pièce orange, en fait, on a des petits traits orange ici, comme ça, mais qui sont soit sous le bleu, soit sous le noir. Donc là, c'est le satellite. Donc en gros, on a une roue dentée ici. Et là, en noir, on a un petit trait là, et son symétrique est là. Donc là, ça, c'est une roue dentée, mais comme elle n'est pas dessinée, en fait, les roues dentées, soit vous les dessinez
comme la bleue, comme ça. Soit vous les dessinez comme la noire, comme ça. Donc ici, vous avez une roue dentée cylindrique pour des contacts extérieurs. Et ici, vous avez une roue dentée cylindrique creuse pour un contact intérieur. C'est bon? Donc, la puissance arrive ici. Ici, on a le système de frein, donc avec la glissière par rapport au bâti, les ressorts qui poussent, et puis le contact de frottement qui se sépare ici. Ici, la roue bleue entraîne sur le satellite 2, qui engraine aussi sur la couronne, qui est guidé en rotation, le satellite 2, par 4 porte-satellites. Le porte-satellite, dans le train épi jaune, enfin entouré en jaune, il devient planétaire avec un pignon là, tac tac, qui engraine sur un satellite gris, qui engraine sur la couronne de gauche. Vous voyez que c'est pas le même diamètre. Hein. Le satellite gris est guidé en rotation par le porte-satellite vert, qui tourne autour donc de mon axe principal. Est-ce que c'est bon? Émile? Entre 1 et 23, c'est la même pièce. Enfin, c'est la même pièce, c'est pas la même pièce, c'est la même classe d'équivalent cinématique en fait. C'est la même classe d'équivalent cinématique, par contre, c'est pas la même pièce en fait. C'est que 23, c'est le disque de frein qui est lié à l'arbre 1. Ce que j'ai entouré avec mon surligneur jaune et vert, Émile, et bah c'est les deux trains épicycloïdaux. On a deux trains épicycloïdaux en série. Ceux sur le schéma. Ah, ah oui, alors d'accord. Pardon. Ici, vous avez une rotule. Ici, vous avez une rotule. C'est une liaison rotule. Ici, c'est une liaison linéaire annulaire. En fait, ça, c'est la modélisation des roulements à billes. Vous voyez? En fait, mais ça, c'est de la techno, c'est pour les péter. Là, vous avez un roulement à billes, ici, et un roulement à billes là, qui guide la rotation de l'arbre bleu. Donc, en fait, on a un guidage en rotation, et donc, on a représenté, on a modélisé le contact des roulements à billes, ici par une rotule, ici par une linéaire annulaire. Ici, vous voyez que vous avez, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Ici, vous avez en fait un roulement à billes. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a un guidage ici entre rouge et jaune, là, à cet endroit-là, qui est sur une longueur assez faible par rapport au diamètre de guidage. Et donc, ça va rotuler de manière importante. C'est pour ça qu'on modifie ça par une rotule. Alors que ici, vous voyez, vous avez deux roulements à billes. Donc ça rigidifie votre guidage. Et c'est pour ça qu'on l'a modélisé par une pivot. Après, d'un point de vue cinématique, nous, euh, on va pas s'intéresser à. Enfin, on va pas se casser la tête. Ça n'aura pas d'influence pour la transmission du mouvement, la transformation du mouvement. Qu'on ait mis ici une rotule ou une liaison pivot, ça aurait fait pareil. Et de toute façon, l'association ici d'une rotule et d'une linéaire annulaire, c'est équivalent à une liaison pivot. C'est bon, Émile? Ok. Euh, D'un point de vue du calcul, alors je ne vais pas vous dérouler je vous déroule pas le corrigé. On va juste. Dans le cours, je vous ai dit, pour un train épicycloïdal, vous écrivez
la vitesse du port satellite du planétaire A par rapport à 0 moins la vitesse du port satellite par rapport à 0 sur la vitesse de PA de PB pardon de PB de PB par rapport à 0 moins la vitesse du port satellite par rapport à 0, c'est égal à moins 1 puissance n produit des z menantes sur le produit des z menées. Ok. Alors PA et PB, ça peut être l'inverse, en fait, c'est peu importe. Ouais, dans le cours j'ai fait l'inverse. Je veux bien vous l'écrire. Peu importe en fait. C'est là où on va voir. Il faut pas se prendre la tête avec ça. C'est juste une histoire de PB, PA. Ok. C'est une histoire de point de vue dans un premier temps. Euh, pour répondre à Jules, est-ce qu'il faut écrire la formule directe ou la redémontrer? Moi, je pense qu'il est intéressant que vous sachiez d'où elle vient, donc sachez la redémontrer. Par contre, si vous la connaissez bien et que vous êtes sûr de vous, vous l'appliquez directement. Vous ne perdez pas de temps. D'accord? Vous apprenez. Alors, comment est-ce qu'on l'applique? Ben, dans un train épi, par rapport à. Ce qui est important, c'est qu'ici, vous voyez, j'ai pas mis entrée et sortie. Hein. J'ai mis A et B. Pourquoi? Parce que si je regarde par exemple le train d'entrée, le premier train ici, l'entrée réelle, donc physiquement, l'entrée c'est la pièce bleue, donc c'est le planétaire, c'est le pignon. Et mon planétaire B, ou planétaire A si vous voulez, bah, il est fixe, il est lié au bâti, donc je peux pas dire que c'est la sortie. La sortie c'est mon port satellite en fait. D'accord? Donc en fait c'est une histoire de point de vue. Donc ici, je vais considérer, si vous voulez, que 10D c'est mon planétaire B et que 1 c'est mon planétaire A. Ok? Je vais réécrire Willis adapté à mon train vert. Je vais pas mettre par rapport à 0 pour gagner du temps. Puis vous avez vu, je suis pas encore très à l'aise avec le stylet pour écrire. Je sais pas comment il y a des gens qui font pour dessiner avec, mais euh, donc je vous l'écris comme ça. Donc B pour moi c'est 10. D'accord? Donc je vais dire c'est oméga 10 moins mon port satellite c'est 4, oméga 4 sur, vous avez vu comme je trace des traits droits, oméga 1 moins oméga 4 égale. Donc et c'est là qu'il faut faire attention. Alors déjà dans un premier temps on va dire qu'on a un contact extérieur ici et ici c'est un contact intérieur, donc j'ai moins 1. D'accord? Et si j'ai considéré que 1 c'est mon entrée, d'accord, ça veut dire que j'ai donc Z1 qui mène, donc Z1 qui mène, donc Z1 mène 2, donc le satellite 1 fait tourner le satellite 2, et 2 engraine ensuite sur 10D. Ok? Ensuite, bah, on peut assez vite voir que ça va se simplifier. Et que, comme ici, en fait, je suis... Alors, attention, je vais voir si... Là, je suis par rapport à 0. Hein. Comme je suis par rapport à 0, ça, c'est nul. C'est bon?
fais pareil sur le deuxième. Le deuxième, je vais entrer ici. Et puis après, ça va engrainer là. Donc, en sortie, j'ai oméga 10 aussi. Mon porte-satellite maintenant c'est 7. Et en entrée, j'ai 4. Égal. Alors j'ai pareil, j'ai juste un contact extérieur. Et en entrée, on a dit que c'est 4 qui rentrait. 4 qui engraine sur 5. Et 5 qui engraine sur 10G. Ça simplifie. Et encore une fois, ça on est par rapport à 0. Et donc, ça c'est nul. C'est bon? Donc là, on a nos deux lois entrée-sortie de nos deux trains épicycloïdaux. Et après, il suffit de manipuler les équations. En gros, pour exprimer oméga 4 en fonction d'oméga 1, l'injecter ici, et on a une relation entre oméga 7 et oméga 1. C'est-à-dire la loi entrée-sortie de notre réducteur avec en entrée la pièce 1 et en sortie la pièce 7. Question, pas de question? Ah, je découvre des choses. Pas de question. Je vous passe la correction, c'est bon ou vous voulez revenir là-dessus? C'est bon, hein, normalement. L'exercice d'après. L'exercice d'après, il a pour particularité. Alors, rapidement, on va regarder ça, hein, moi j'aime bien ça, et puis ça vous fait du bien de faire un peu de techno. Il a pour particularité d'avoir une sortie ici. Au passage, vous voyez la taille de la pièce par rapport aux autres pièces. Donc a priori, c'est pour pouvoir encaisser des efforts très importants. Alors qu'en entrée, regardez, petite pièce, donc a priori, les coups seront moins importants, et donc on a besoin de moins de résistance mécanique. De la même façon, regardez, taille ici de mon petit satellite jaune, petit, taille de mon gros satellite gris, gros. Donc petits efforts ici, gros efforts ici, et ainsi de suite. Okay. La mécanique, c'est pas très compliqué. Alors, eh ben on va faire comme tout à l'heure. On a dans un premier temps ici un réducteur roue et vis sans fin. Alors, raté, je vais plutôt le faire correctement. Il est là, hein, parce que la roue elle va jusqu'en bas. Roue et vis sans fin. Ensuite, on a ici un train épicycloïdal. Et ici, un train épicycloïdal. Ok? Ok, bah ce que je vais faire. Alors, je finis un peu ça là. Je vous montre juste l'architecture du système et je vous laisse dérouler les calculs. Ça vous va? Donc ici, euh, la particularité de ce système, c'est ça. C'est que, contrairement à tout à l'heure, où sur nos trains épicycloïdal, sur les trois pièces, il y en a une qui était fixe, hein, les deux planétaires et le porte-satellite, il y avait un des planétaires qui était fixe, la couronne. Ici, sur le train bleu, donc celui-ci, vous avez un planétaire ici en entrée qui est actionné par un moteur, le moteur à grande vitesse. Le porte-satellite rouge qui engraine et donc qui est ma pièce de sortie. Et le planétaire violet, ici, qui est une couronne, avec des dents ici et ici, qui est entraîné par le réducteur Wavy sans fin et donc par le moteur petite vitesse. Donc on a un système où on a deux entrées, donc les deux planétaires peuvent tourner,
de manière commandée pour faire tourner la sortie, donc le porte-satellite. Alors que sur le train épi vert, eh ben on revient sur exactement la même architecture qu'au-dessus, avec un planétaire en entrée qui est un pignon, ici, un satellite qui engraine sur un porte-satellite qui est en sortie, et la couronne, elle est fixe, elle est liée au bâti. Donc le train vert, vous allez avoir exactement la même relation que l'exercice d'avant, et la difficulté, ou la particularité plutôt, de ce système, il vient du fait que sur ce train épicycloïdal là, on utilise deux entrées pour une sortie. Je vous montre le schéma cinématique, que vous fassiez le lien entre les deux, et puis je vous laisse travailler ensuite. Donc le roue 800 fin il est là. Le train épi, donc avec les deux entrées pour une sortie, il est là. Et le train épi plus classique, il est là. Alors, je vous laisse réfléchir, aller dans les salons. Et si certains veulent me poser des questions, vous restez dans le cours de S2I et je répondrai aux questions que vous me posez. Ou alors vous m'appelez dans les salons et je viendrai faire un tour dans les salons. C'est bon? Monsieur, Oui. Oui, pardon. pourquoi quand on fait la formule de Willis, on peut pas toujours dire que c'est sorti sur entrée? Pas très compris. Enfin, c'est sorti sur entrée moins oméga pour satellite à chaque fois. Mais parce que, en fait, sur un train épicyclodal, vous avez trois pièces potentiellement mobiles en sortie. D'accord, sur Oui, lesquelles vous pouvez récupérer. Donc en fait, on peut pas travailler sur une formule générale en disant ça sera toujours la sortie, ça sera toujours l'entrée, puisque parfois l'entrée ce sera le planétaire pignon, parfois ce sera le porte-satellite et vice versa. Donc en fait, on peut pas, il n'y a pas de règles comme en général. Et là, sur l'exemple, vous le voyez bien, c'est que vous avez deux entrées en fait. Vous avez mm, la couronne qui est en entrée et le pignon, donc la couronne 25 et le pignon 19 qui sont en entrée. mm, Donc vous pouvez pas me dire que vous avez un planétaire d'entrée et un planétaire sortie. Ça marche pas. C'est deux oui, planétaires d'entrée. Et la sortie, c'est le porte-satellite. ok, d'accord. Mais du coup, on fait comment pour savoir où mettre, enfin, qui mettent en haut et qui mettent en bas dans la formule de Willis? Et bah tu choisis. Tu Ah, choisis c'est comme on veut? tu dis si tu dis que tu mets en haut si je reste sur le premier train, si tu mets en haut 25, tu vas Oui, réfléchir comme si 25 était la sortie et 19 l'entrée. ok, Et donc tu mets en haut 25 et en bas 19. Et donc tu fais comme si 19 c'était l'entrée, donc tu as Z19 qui mène et Z25 qui sera menante. Mais tu peux faire l'inverse et tu auras la même relation. Puisque tu vas juste inverser tes deux fractions en fait, tes deux rapports. ouais, ok, d'accord. Ça marche, merci. Allez, alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'attaque? Bon, pas de réaction. Oui, j'ai bien ouvert mon micro. Alors, on va. Alors, vous allez le corriger, hein, je pense que vous l'avez dans les yeux, mais on va essayer de faire ça proprement. Vous avez tout d'abord le roue et vis sans fin. Donc là,
vous avez en fait, je vais toujours parler des vitesses par rapport au bâti, hein, toujours. Donc vous avez en sortie oméga 13, en entrée oméga 34, et donc vous avez le rapport de réduction Z34 sur Z13. Okay. Si on regarde le train de droite, là il faut faire un choix. Il faut faire un choix mais de calcul. Vous allez prendre un dé planétaire, donc 25 ou 19, et dire bah ça je vais faire comme si c'était ma sortie. Donc habituellement nous on a souvent la couronne, donc je vais dire que 25 c'est ma sortie, donc je vais dire que oméga 25 je le mets en haut de mon ratio. Mon porte-satellite c'est 17, donc je mets 17. Ok. Et donc je prends mon planétaire 19 en entrée et 17 ici. Ok. Un contact extérieur, un contact intérieur, donc j'ai un moins. J'ai considéré 19 comme étant mon entrée. Donc c'est 19 qui mène 37. Donc j'ai Z19 qui mène Z37. Et ensuite j'ai Z37 qui mène Z25. Ok. Après, je vais prendre le train de gauche. Alors oui, oui, DJ Adrien, mais euh, là pour l'instant, moi j'écris mes lois entrées-sorties d'une manière générale, comme ça je vais avoir une loi générale et je m'intéresserai pas à la suite en fait. Sur le train de gauche, je vais faire pareil avec la couronne, donc je vais dire oméga 8 moins mon porte-satellite c'est 28, oméga 28. Oh là, pardon. Et oméga 10. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Et oméga 17 moins oméga 28. C'est égal à moins 1, puisque j'ai encore qu'un contact extérieur. Et donc là j'ai considéré que je rentrais par 17, donc j'ai Z17 qui mène Z36 et Z36 qui mène Z8. Ok. Alors, déjà je peux simplifier ça. Ça. Et je vous rappelle que c'est toutes des vitesses par rapport à mon bâti 0. Hein. Donc, à partir de là, oméga 8 qui est lié au bâti, c'est nul. C'est bon? Donc là, en fait, j'ai écrit mes différentes entrées-sorties. Comment je fais? Donc là, j'ai plus besoin de ça. C'est génial ça. Je crois que je vais finir par tout le temps faire court à la maison. Donc si vous voulez, cette relation là, elle vous donne que oméga 13 c'est égal à Z34
sur Z13 oméga 34. Celle-ci, elle vous donne que oméga 20. Alors attendez, c'est lequel? Donc je vais faire comme ça. Donc j'ai oméga 25 qui est égal à oméga 17. Alors si tu fermes ton micro, Louis, on t'entendra pas, ça sera sympa. Surtout quand tu es perdu. Donc oméga 17 facteur de 1 plus donc Z19 sur Z25. Vous me dites si je me trompe dans les signes. Hein. Et donc moins oméga 19 donc Z19 sur Z25. Et en vert, ça me donne donc oméga 28 facteur de 1 plus Z17 sur Z8 égale oméga 17 Z17 sur Z8. Tout le monde me suit? Rappelez-moi. Donc moi ma sortie c'est oméga 28. Donc en fait on va pouvoir dire, si je prends vert, j'ai oméga 28 qui est égal en fait à Z8 sur Z17 plus Z8 facteur de Z17 Z8 oméga 17. Donc c'est égal en fait à combien de ce que je fais Z17 sur Z8 plus Z17 facteur de, alors là je vais remplacer mon oméga 17 par l'oméga 17 que j'ai là. Tout le monde me suit? Donc oméga 17 c'est égal en fait à Z25 sur Z25 plus Z19 facteur de oméga 25 c'est normal que j'ai un moins là. Ouais. Donc on disait eh oui mais là comme c'est l'oméga 17 donc plus par contre plus donc Z19 donc en fait plus Z19 sur Z25 plus Z19 oméga 19. Et
Et je peux encore remplacer mon oméga, alors 20, alors c'est lequel, pardon, 25 qui est 13, c'est pareil. Donc au final, j'ai oméga 28 qui est égal à donc Z17, Z25 sur donc, Z8 plus Z17 facteur, hop là pardon, excusez-moi, petit problème de manipulation. Donc Z18, Z8 plus Z17, ensuite Z25 plus Z19. Donc ça c'est oméga 25, donc oméga 25 c'est donc Z34 ensuite, donc Z34, Z13, donc ça c'est oméga petite vitesse en fait, oméga 34 c'est oméga petite vitesse, plus, et ben mon Z17, Z19, pardon, Z8 plus Z17, facteur de Z25 plus Z19, oméga grande vitesse. Peut-être que dans le corrigé j'ai mis des lambda justement pour simplifier les écritures. Bah raisonner, ça, a priori ça n'a pas de sens, hein, c'est juste pour simplifier les écritures. Donc là normalement vous avez votre résultat dans le cas général. Dans le cas général, c'est-à-dire dans le cas où bah, vous pouvez avoir une vitesse sur le moteur de la petite vitesse, c'est-à-dire ici là, et une vitesse sur le moteur de la grande vitesse. Et donc après, pour répondre aux questions, il suffit de dire bah, soit en gros j'arrête le moteur petite vitesse et donc tout ce terme là il saute, soit j'arrête le moteur grande vitesse, tout ce terme là il saute, et après je peux potentiellement en fait avoir bah, les deux moteurs qui tournent à 1500 tours minute, un seul des deux moteurs qui tourne à 1500 tours minute, ou après je peux même les faire tourner un dans un sens, un dans l'autre sens, et ça va donc changer le signe devant. Des questions? Est-ce que c'était clair, ma petite écriture au tableau là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce truc? Je vous laisse avancer sur les applications numériques, elles sont dans le corrigé, hein. Vous les faites, ça je vous fais confiance. Je vous laisse avancer sur le dernier. Le dernier, c'est pas plus compliqué que ce qu'on a fait. Les petites particularités, c'est juste que bah, on est sur un train épi un peu différent, avec une entrée un peu différente et une sortie, en fait une utilisation du train épi différente. C'est bon, je peux passer à la suite? Enfin, je vais vous laisser travailler, mais juste qu'on réfléchisse sur l'architecture ensemble là, pour le dernier quart d'heure. Quand vous regardez ça ici, alors l'idée en fait c'est un réducteur qui est compris à l'intérieur d'une poulie. Donc ici vous voyez là en vert vous avez des courroies.
Donc vous avez 5 courroies, 1, 2, 3, 4, 5 courroies trapézoïdales, d'accord? On voit ça à la forme des gorges, qui entraînent en rotation cette poulie rouge. Et à l'intérieur de la poulie rouge, on a un satellite qui est guidé donc par rapport à la poulie jaune et qui a ce qu'on appelle un double satellite. Vous voyez, vous avez deux roues dentées qui sont fixées ensemble. Et ces deux roues dentées, elles ont un diamètre différent, vous le voyez bien ici, donc un nombre de dents différent. Donc c'est un satellite double. Et ensuite, vous avez donc les deux pignons, qui sont les deux planétaires de mon satellite, donc 31 et 24, qui ont aussi donc un diamètre différent. Et là, contrairement à tous les trains épiques qu'on a vus jusque-là, c'est pas un des planétaires qui est fixé par rapport au bâti. Pardon, c'est pas une couronne pardon, qui est fixée par rapport au bâti, mais si c'est un pignon qui est fixé par rapport au bâti. Et donc ici, contrairement à ce qu'on a vu jusqu'à là, l'entrée elle se fait sur le port satellite et la sortie sur le planétaire. Donc je vous laisse écrire proprement les choses. Donc vous me faites ça pour... vous le finissez rapidement pour mercredi. On corrigera rapidement. Euh, soit vous, donc n'hésitez pas à me faire un retour hein, sur votre état de concentration, de travail, votre capacité à bosser chez vous, par rapport au rythme que je vous impose. Euh, alors regardez sur l'écran, hein, sur le direct, je suis en train d'afficher le site pour vous mettre. Je vais essayer de le faire là dans la foulée, hein, de couper le montage maintenant et de le mettre sur le site. Donc oui, je disais, n'hésitez pas à me faire un retour par rapport au rythme du travail. Si donc aujourd'hui on est peut-être allé moins vite que les autres séances, je sais pas trop, je me rends pas compte. Mais dites-moi si ça va trop vite encore, s'il faut encore vous laisser plus de temps, on va peut-être essayer de vous laisser des moments d'autonomie peut-être plus ponctuels dans la séance, peut-être dès la première heure. Alors que là, la première heure, j'ai beaucoup parlé tout seul. Euh, oui, alors deux choses. Les séances enregistrées en vidéo sont ici. Donc, si vous allez en fait dans classe virtuelle, là, il y a une sous-page ici où vous voyez, j'ai déjà mis une vidéo et je mets en dessous le, comment un petit résumé de ce que vous trouvez dans la vidéo. Alors si vous regardez cette vidéo là, vous voyez elle dure 1h40 hein. Donc c'est à vous d'aller piocher au bon endroit. Je vous laisserai vous débrouiller là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez aussi. Euh, Dernière chose, pour la semaine prochaine, je vous ai demandé un DM. Le DM, essayez de me le rendre en PDF pour que moi je puisse l'annoter facilement et que je n'ai pas changé l'outil à chaque fois. PDF, donc a priori il faut scanner. Alors scanner, soit vous avez un scanner chez vous, ce qui est possible hein, si vous avez des imprimantes. Autrement, il y a des applications sur les téléphones portables. Alors vous êtes sûrement plus au courant que moi, mais je sais qu'il y a Tiny Scanner par exemple, qui marche bien. J'ai plein de collègues qui l'utilisent. Et ça vous permettra en fait à partir de photos de générer un PDF de votre DM. Euh, donc ça c'est la première chose, vous me le faites en PDF en un seul fichier. Et deuxième chose, vous mettez le nom du PDF de cette forme là. Pourquoi? Parce qu'après va falloir que je vous les renvoie moi les DM. Et donc je vais essayer d'automatiser une façon de vous envoyer tout ça par mail, mais donc il faudrait que ce soit bien propre par rapport au nom. Donc le nom, et par exemple sur les TIPE, vous n'avez pas toujours respecté ce genre de consignes, donc faites attention, et je sais que Madame De Croix, elle a déjà râlé à ce sujet. Donc DM underscore classe, donc PCSI1, PCSI3, underscore votre nom. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Je vous dis au revoir. Ok. Si vous trouvez que la tablette ça a été un gros plus, vous me dites. Je vais m'entraîner pour la manipuler.
Et si vous avez des, comment, des idées, n'hésitez pas à en faire part. Allez, et ben, je vous souhaite un bon cours de chimie et je vous dis à mercredi. Donc mercredi, on fait cours du TADIS et de 10 à 11, je resterai connecté pour répondre à vos questions si vous avez besoin, hein. Donc pareil, envoyez-moi vos questions par mail assez vite, hein, avant mardi 8h, quoi, 20h, parce que après ça commence à être compliqué à préparer, hein.